Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la Tribune des Décideurs. Pardon, on a eu un peu de retard, mais ça roule mal parfois dans les rues de Paris. Nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Éric Walter, que vous connaissez bien et qu'on ne présente plus, directeur de la rédaction de la Tribune. Bonjour Éric. Bonjour. Et nous accueillons pour cette Tribune des Décideurs Stanislas de Bensman. Bonjour Monsieur de Bensman. Bonjour. Vous allez fêter vos 51 ans dans quelques jours. Vous êtes coprésident du directoire du groupe Devoteam et de plusieurs filiales de la société. Plus de 4500 collaborateurs, plus de 500 millions l'année dernière de chiffre d'affaires. Une belle success story présente dans 23 pays, créée il y a 18 ans par vous-même et votre frère. Absolument. Et depuis le 4 juillet dernier, eh bien, vous êtes à la tête de l'organisation patronale Croissance Plus. Et c'est à ce titre et surtout sous cette casquette que vous allez vous exprimer aujourd'hui, même si on va éventuellement parler du business de Devoteam. Par ailleurs, pour savoir un peu, parce que j'imagine que ça vous sert en tant que responsable de Croissance Plus, comment se comporte l'économie de ce pays. On commence tout de suite, c'est le principe de l'émission, par une question d'internaute qui a été posée sur le site de latribune.fr. Un site sur lequel vous pouvez, pendant l'émission, poser toutes vos questions, tout comme celui de décideurtv.com. Émilie vous demande, la France n'utilise pas assez ses points forts et ses ressources. Sur quels atouts pourrait-elle s'appuyer davantage pour être plus compétitive en Europe et dans le monde? On a un peu dans l'air du temps ce débat actuellement en disant, c'est vrai, on s'est beaucoup flagellé, c'est très français, on a des points noirs, on les connaît, mais on a aussi des points positifs. Est-ce que vous les voyez, vous les sentez? Bien entendu. On est même très fiers de ces atouts. Le premier atout, c'est notre incroyable culture et son rayonnement dans le monde. Paris, c'est une place magique dans le monde entier. La culture française, l'art de vivre français, c'est un atout énorme. Nous avons également des choses beaucoup plus, je dirais, entreprises, c'est-à-dire des centres de recherche qui sont parmi les meilleurs du monde. Nous avons un système éducatif qui, même s'il a des soucis aujourd'hui, reste un des meilleurs, avec un système de grande école qui fait émerger une élite extrêmement brillante. Nous avons également une infrastructure, nous sommes positionnés, nous avons une agriculture, nous avons énormément d'atouts, bien entendu, qui sont nos points forts. Est-ce qu'on a tendance à les oublier, peut-être à cause des points faibles, mais on a l'impression que, notamment les chefs d'entreprise, les patrons, ne parlent de que de ce qui ne va pas et pas assez justement de ces atouts. Alors si vous voulez, il me semble que nous avons une responsabilité collective, nous les adultes, à fabriquer un monde qui soit convenable pour nos enfants. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a une prise de parole de plus en plus forte des entrepreneurs, des chefs d'entreprise? Parce que la situation, à cause d'une politique économique mauvaise, s'est tellement dégradée qu'on ne propose plus rien à nos enfants. Donc on a des atouts, on vient de le dire, et on en est tous persuadés. Et puis, on voit nos jeunes, des gens motivés, qui ont du talent, qui s'en vont. Alors, il y a un moment où il faut qu'on sorte de notre confort, parce que la plupart des entrepreneurs de Croissance Plus, c'est des gens qui ont réussi. Donc, ils ont une vie dont ils pourraient se satisfaire en étant cachés pour éviter les soucis et puis éventuellement en se délocalisant le jour où ça devient vraiment trop pénible. Non, Croissance Plus prend la parole parce qu'on dit on a beaucoup d'atouts. Si on était simplement, si on mettait en place une politique économique au niveau du pays qui soit rien que dans la moyenne de ce que font tous les pays de l'OCDE, on aurait un niveau de chômage normal, c'est-à-dire entre 5 et 8%. Il n'y en a pas tant que ça qui sont à 5 et 8%. Tous les pays de l'OCDE sont entre 5 et 8%, sauf les 5 pays de la Méditerranée, c'est-à-dire Italie, Espagne, Portugal, France et Grèce. Voilà. Donc il suffit de ne pas copier les 5 pays en panne. Tout le reste des pays de l'OCDE, le Canada vient de passer en dessous de 7, et la Belgique, qui n'a pas eu de gouvernement pendant 2 ans, est à 8,5. Donc c'est ça le sens. C'est miraculeux, on pourrait être à 8, extraordinaire, mais n'ayons pas de gouvernement peut-être, alors comme les Belges. C'est ça le sens de votre engagement, donc à la tête de Croissance Plus, vous dites il faut que je fasse quelque chose pour mes enfants, c'est ça qui vous a réveillé, motivé?
Je crois qu'il faut absolument qu'on ait, je crois, un diagnostic sur le fait qu'on s'est mis dans une situation difficile. Alors, il n'y a pas de responsabilité individuelle, il y a une responsabilité collective. On s'est mis dans une situation où, on le sait, dans les circonstances actuelles, nous ne rembourserons jamais les 2000 milliards de dettes que nous avons accumulées pour des raisons multiples et diverses. On n'est pas capable de les rembourser et donc on va les transmettre à nos enfants. Et en plus, on leur met on les fait arriver dans un marché du travail qui ne fonctionne pas non plus, avec des entreprises françaises qui, année après année, perdent leur rentabilité. Bien entendu, comme elles perdent leur rentabilité, elles n'investissent plus, elles n'embauchent plus. Voilà. Quel est le fer de lance de Croissance Plus pour changer la situation? On se souvient de Croissance Plus très offensif à un moment donné sur les stocks options. Ça a été un des combats historiques. C'était le combat du départ, en tous les cas. Absolument. C'est quoi le combat actuel? Je crois que le combat de Croissance Plus actuellement, c'est sur le long terme de montrer que la solution passe par les entrepreneurs. Et à nos jeunes, principalement, de leur dire, voilà, l'entreprise de demain, c'est une entreprise dans laquelle on n'a pas d'opposition entre les actionnaires, les dirigeants, les salariés, parce que l'entreprise d'aujourd'hui et de demain, l'entreprise dans cette économie du savoir, cette économie ouverte, ne peut se faire que avec un alignement des intérêts des salariés, des actionnaires et des dirigeants. Donc cette vision d'une entreprise positive qui est un moteur de la capacité à un pays de fonctionner ensemble, c'est ça qu'on veut vendre. Je reviens juste quand même sur ce qu'évoquait Thomas sur cette sorte d'autoflagellation. Je ne sais pas si vous avez entendu cette petite musique depuis quelques semaines où beaucoup de gens, même à l'étranger, disent finalement, par exemple en prenant l'exemple de Paris, sur les startups, etc., l'environnement n'est pas si abominable que ça. Il y a Xavier Niel, pas plus tard. Je ne parle même pas de Xavier Niel qui dit que la France est un vendredi paradis fiscal. Ouais. Non, mais sans aller jusque-là. Non, mais si on peut le faire réagir aussi là-dessus. Oui, non, mais, non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a cette autoflagellation. Alors c'est vrai que les rapports de force sont assez costauds en ce moment dans tous les domaines, mais que finalement la situation n'est pas si dramatique que ça sur pas mal de niveaux. Les résultats, c'est que si vous prenez les pays européens, tous les pays ont remis en place leur balance commerciale, sont toutes positives sauf deux, la Grèce et la France. Je vous le disais tout à l'heure, tous les pays de l'OCDE sauf 5 ont un chômage en dessous de 8. On est dans ceux qui sont déjà à 11, bientôt peut-être à 12, ou en tous les cas, on va rester entre 10 et 11. Donc, les résultats sont très mauvais. Moi, je veux bien dire que Formidable, c'est finalement formidable et qu'il n'y a rien à reprocher à personne. Voilà. Non, mais nous avons des atouts, on peut le dire, et moi, je vends l'idée qu'on s'en sortira par l'entrepreneuriat. Donc, il ne faut pas désespérer les gens qui veulent entreprendre. Par contre, si on ne dit pas les choses aux Français, voilà, les entreprises françaises payent en moyenne 100 milliards d'euros de prélèvements obligatoires de plus que les Allemandes. Il y a cette année à peu près 60 000 dépôts de bilan en France pour 35 000 en Allemagne. Tout ça, c'est des chiffres. Les résultats sont très mauvais. Pourquoi on va faire croire que les résultats sont bons? Les résultats sont très mauvais. Il faut changer. Et si on se fait croire que les résultats sont finalement pas si mauvais et qu'on n'est pas dans une si mauvaise situation, à ce moment-là, qu'est-ce qui va nous faire changer? Parce que c'est des efforts qu'il faut qu'on fasse collectivement pour remettre le prix à l'endroit. Et ces efforts-là, on ne peut pas les faire, bien entendu, si on n'est pas motivé par des échéances lourdes. Comment est-ce que vous réagissez au propos de Xavier Niel, justement, qui, peut-être avec un brin de provocation, dit, mais avec un exemple à l'appui, la France est un paradis fiscal, on peut transmettre à ses enfants son entreprise avec des droits de succession de 6 à 7%. Je crois que le diagnostic doit être partagé. Et je crois que la plupart des économistes qui sont un peu sérieux, qui se penchent sur les problèmes de l'économie française, le disent. Voilà, les marges des entreprises françaises s'effondrent et à la suite de ça, rien ne va plus. Elles payent de moins en moins, elles contribuent de moins en moins à l'effort national puisqu'elles gagnant moins d'argent, elles payent moins d'impôts, même si on essaie d'en inventer quelques-uns complémentaires. Elles embauchent de moins en moins, elles créent de moins en moins de richesses. On peut dire dans telle niche, pour la start-up, pour ci, pour ça, il y a une bonne fiscalité. Globalement, 100 milliards d'euros de différence avec l'économie allemande qui a pourtant des plus grosses entreprises et plus nombreuses. Donc, si vous voulez, ce différentiel de poids que les entreprises françaises portent, il faut arriver à leur enlever. Il faut arriver probablement à faire aussi des réformes structurelles qui nous permettent de vivre dans un environnement qu'on peut se payer. Parce qu'au fond, aujourd'hui, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le système social qu'on a construit, qui est formidable, a dérapé. Et aujourd'hui, on ne peut plus se payer ce qu'on s'offre. Alors, il faut décider, est-ce qu'on veut travailler beaucoup plus longtemps, beaucoup plus d'heures, prendre moins de congés, ou alors est-ce qu'on veut alléger le fardeau? Il y a deux voies. Et aujourd'hui, ce qu'on reproche à ces gouvernements successifs, c'est de ne pas avoir choisi. Ils ne veulent pas dire aux Français, on doit
choisir entre investir plus, travailler plus ou revenir sur nos dépenses. Il faut faire un choix. Aujourd'hui, on ne fait pas de choix et petit à petit, on se rapproche du surendettement, le surendettement qu'on a déjà, mais qu'on pourra de moins en moins résoudre. Voilà. Donc, c'est quand même un message, je crois, de responsabilité qu'on doit partager, nous les adultes. Qu'est-ce qu'on propose demain à nos enfants? Et déjà aujourd'hui. Voilà. Gisèle vous demande, d'après vous, quelles sont les mesures principales à prendre pour favoriser et simplifier le recrutement? On connaît le problème du chômage, notamment le chômage des jeunes dans ce pays. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire de concret sans que ce Juste soit un des grandes... chiffre, hein, les Autrichiens sont à 6% de chômage des jeunes, on est à 26%. Faut se dire quand même que ça ne va pas du tout. Il ne faut pas faire croire aux gens que non, mais finalement, non, on a mal travaillé collectivement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, les recettes, tout le monde les connaît, mais on n'a pas envie de se les appliquer. Qu'est-ce qu'on fait? Croissance Plus a fait une série de propositions, mais les grands économistes sont encore beaucoup plus au fait de toutes ces propositions pour proposer un marché du travail plus souple, une fiscalité plus légère, beaucoup plus stable. Le chef d'entreprise aujourd'hui, qui a un environnement extrêmement difficile, est tétanisé. Donc il n'investit plus, il ne recrute plus. Comment on fait pour lui redonner confiance? On parlait de confiance, comment on fait? Il faut parler vrai. Donc ça veut dire qu'il faut dire, oui, la situation est très compliquée, très difficile pour les entreprises, mais on a nos atouts, on l'a dit, et donc il faut qu'on retrouve un environnement stable et flexible. Les entreprises ont besoin de souplesse pour pouvoir s'adapter à chacun des nouvelles crises et des nouvelles vagues qui arrivent également. Mais de votre point de vue, les entreprises ne portent aucune responsabilité dans cet échec. L'exemple des jeunes est très bon. Les entreprises françaises, alors vous allez dire évidemment qu'il y a toujours un problème de statut, de contrat de travail, mais ont un rapport aux jeunes qui n'est pas tout à fait le même que celui des Allemands que vous évoquiez, voire celui des pays du Nord. Je ne parle pas d'Angleterre, c'est encore différent puisqu'ils ne payent pas les gens du tout. Mais donc là aussi, il y a une sorte d'aggiornamento sur le rapport aux jeunes, peut-être que doivent faire les entreprises. Vous savez, le travail de l'entreprise, c'est l'adaptation, s'adapter. Voilà. L'entreprise doit s'adapter. L'entreprise française va s'adapter à son environnement. On lui met des lois qui permettent d'éliminer, de pousser vers la retraite des jeunes à 55 ans. Elle va en profiter. On lui met des aides pour recruter tel type de personne. Elle va recruter. Voilà. L'entreprise s'adapte. Donc, dire que les chefs d'entreprise français peuvent faire mieux, ouais, sûrement, et collectivement, tout le monde peut faire mieux, et moi le premier, donc je n'ai pas de souci à dire que les chefs d'entreprise français ne sont pas parfaits, bien entendu. Et vous avez une très grosse majorité des gens qui font des choses formidables, et puis sinon, ils sont en recherche d'adaptation permanente. Voilà. Pierre Moscovici parle de reprise. Vous la voyez, vous, la reprise, en tant que patron de Devoteam, presque 5000 collaborateurs, et puis en tant que responsable de Croissance Plus? Écoutez, si la reprise c'est de passer de moins 0,1 à plus 0,1 et de passer de 11% de chômeurs à 10,9%, sans doute qu'on va la voir en achetant en faisant énormément d'aide pour des embauches dans des situations d'acheter des contrats. On va probablement arriver à passer à 10,9 en venant de 11. Est-ce que c'est ça les enjeux? Non. Les enjeux ne sont pas là. Les enjeux, c'est de repartir sur une croissance saine, qui ne soit pas une croissance tirée par la dépense publique financée à crédit, mais repartir sur une économie qui a des entreprises qui fonctionnent, qui grandissent, qui gagnent des parts de marché. C'est ça l'avenir. Vous feriez où des économies? Les économies, on peut en faire partout. On parle sans arrêt des millefeuilles. Non, mais je parle d'économie substantielle. Prenez le rapport de la Cour des comptes. Qui sort une fois par trimestre sur l'école, sur le millefeuille administratif. Mais moi, à titre personnel, je vois toute la journée les gaspillages hallucinants qu'on voit dans le public. Alors, donc, c'est aujourd'hui la France a un système social qui lui coûte 33% de son PIB chaque année. La moyenne européenne est à 26%. Voilà, ils sont là les économies. Voilà, il faut le regarder, mais c'est pas mon travail. Moi, je suis Croissance Plus, je dois vraiment m'occuper des entreprises. Par contre, je vois que l'État est devenu obèse, qu'il ne se réforme pas et qu'on attend. On attend que le pouvoir politique veuille bien faire les réformes qui vont permettre de faire baisser le coût et donc d'alléger la fiscalité de tout le monde. Est-ce que Croissance Plus a encore les moyens de faire porter sa voix? On voit l'offensive au sein du MEDEF avec un ancien patron de Croissance Plus, justement, Geoffroy Roux de Bézieux, et puis cette Dream Team, c'est-à-dire une équipe multiple. On voit l'initiative de Denis Père qui vient de lancer son think tank, parti politique aussi, Nous Citoyens. Est-ce que vous avez encore une place, vous, pour faire entendre votre musique?
Je crois que les entreprises de croissance en France, elles ont quelque chose à dire. Hein. Vous avez le MEDEF on se réjouit qu'ils aient décidé de repartir, je dirais, dans le grand dialogue qu'il y a à avoir avec les pouvoirs publics. Ils sont chargés de gérer un certain nombre de fonds. Donc ils n'ont pas du tout la liberté d'action et de parole qu'on peut avoir nous, puisque nous, on est juste autonome, on s'autofinance, et donc il y a une liberté de ton que le MEDEF ne peut pas avoir, et pour des bonnes raisons. Donc, je crois que la musique de Croissance Plus, c'est une musique responsable. Il y a beaucoup de valeurs au sein de cette entreprise. Je parle de valeurs de cette entreprise, de cette association, de valeurs portées par des gens qui veulent voir l'avenir positivement. Vous savez qu'il faut avoir des outils de partage avec ses salariés de la richesse créée en entreprise pour pouvoir rejoindre Croissance Plus. Donc il y a vraiment des valeurs fortes. Il y a une musique qui est autonome parce que les entreprises de croissance ont une vision particulière et il faut que cette voix-là soit portée et entendue. Et aujourd'hui, on n'a pas de souci pour se faire entendre du gouvernement. Alors après, qu'est-ce qu'ils font de nos recommandations, de nos propositions ? Pas ce qu'on en veut, bien sûr. Mais ça se passe bien avec Bercy, par exemple, ou avec Matignon. Enfin, vous avez un accès facile. On a un dialogue permanent et régulier avec le gouvernement, bien sûr. Et quand vous voyez Denis Père, aussi ancien patron de Croissance Plus, fondateur même de cette association, Absolument. qui crée son parti, son mouvement, vous dites, voilà, c'est ça le sens de l'histoire. Il faut que les patrons, finalement, deviennent des politiques. Nous, non, les patrons, ils doivent faire ce qu'ils veulent, hein, et il faut qu'ils prennent la parole, ça c'est sûr. Après, il y a plein de différentes possibilités pour prendre la parole. Le mouvement Nous Citoyens, c'est un mouvement qui a compris que finalement les réseaux sociaux changent le rapport aux décisions politiques. Et la majorité silencieuse peut prendre beaucoup de poids. Et moi, je trouve que c'est une initiative très intelligente. Vous n'êtes pas un peu senti dépassé par le mouvement des pigeons, non pas en ce qu'il a été capable de faire, mais par la diversité des opinions finalement qui sont apparues à l'intérieur du mouvement des pigeons, parce qu'il n'était pas complètement univoque, bien sûr. Et qu'il portait différents messages, puisqu'il y a même des pigeons de gauche, et qu'on a l'impression que Croissance Plus, et le MEDEF bien sûr, et non, mais c'est pas un problème politique, c'est un problème de choix, même de politique économique. C'est le fait qu'il y ait des gens comme ça qui émergent de façon un peu différente, avec un discours un petit peu différent. Est-ce que vous vous sentez pas un petit peu gêné, débordé par cette... Je crois que le mouvement... champ des possibles un peu plus important. Moi, je crois qu'au contraire, c'est une richesse. Le mouvement des pigeons ne nous a pas du tout débordé. C'est nous qui l'avons structuré, qui lui avons donné, je dirais, une représentation. Et la diversité dont vous parlez, on l'a au sein de Croissance Plus. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu des gens qui se sont opposés au mouvement des pigeons et même des patrons d'entreprise qui ont dit non, la loi est très bien, ce qui était vraiment pas sérieux, hein. C'était vraiment politique de dire ça. La loi était buggée et même des gens de gauche, vous l'avez fait remarquer, ont dit que la loi marchait pas du tout, que c'était pas possible de la laisser en l'état. Non, je crois que le mouvement de Croissance Plus, c'est pas un mouvement politique, à la différence du mouvement Nous Citoyens de Denis Père. Ça représente des entreprises, il y a plein de sensibilités différentes au sein de Croissance Plus, mais il y a un constat. C'est que la vie est de plus en plus compliquée pour les entreprises. C'est pas politique, ça. Et à la fin, je crois qu'une grande partie des gens dans l'entreprise réalisent que de droite, de gauche, il faut que les entreprises fonctionnent bien pour créer la richesse, éventuellement pour la partager. Mais on peut discuter comment on la partage. Mais pour la créer, il n'y a pas beaucoup de façons de faire. Antoine vous dit « Je suis chef d'entreprise dans le secteur high-tech, j'emploie une dizaine de collaborateurs, je soutiens tous les réseaux comme le vôtre qui sont mobilisés pour faciliter la vie de nos entreprises. Quels sont vos combats prioritaires pour que nos entreprises soient plus compétitives ?» Je rappelle le combat symbolique qui a été mené sur les stock options. Est-ce que là, vous avez un symbole que vous voulez mettre en avant ? Le symbole actuel, c'est peut-être le retour pour nos cadres à un niveau de vacances qui serait équivalent au reste de l'Europe, c'est-à-dire finalement revenir à 5 semaines de congés. C'est plus le cas là avec les RTT, c'est ça déborde. Aujourd'hui, les cadres travaillent beaucoup à la semaine, hein, et les cadres français travaillent comme leurs homologues européens sur une semaine. Mais ils partent 8 semaines et demie tous les ans contre 5 semaines pour le reste de l'Europe. Donc supprimer 3 semaines et demie de vacances, ça serait ça le combat, les supprimer. Il faudrait que les cadres en responsabilité redonnent plus de temps pour revenir à une compétitivité meilleure des entreprises françaises. Et il faut voir comment on peut, probablement à travers la fiscalité ou les charges sociales, faire en sorte qu'ils en aient un retour plus ou moins rapide, ça c'est sûr. Si on voulait parler d'un combat, mais il y en a d'autres. Il y a le contrat de travail unique, qui est un contrat de travail qui permettrait, en travaillant mieux la flexibilité, de faire rentrer plus de monde sur le marché du travail. Donc il n'y a pas un combat unique,
comme ça peut être le cas au départ, puisque c'était l'idée de départ de Croissance Plus. Aujourd'hui, l'analyse centrale, c'est nous devons créer l'environnement demain pour que les startups, les entreprises françaises se développent bien, et tout ça en embarquant les salariés. Et nous devons, à court terme, être capables de changer le poids qui pèse et la rigidité qui pèse sur les entreprises françaises. Juste un mot, vous parliez de départ tout à l'heure, le fait que beaucoup de jeunes voulaient partir. On peut aussi le voir, ça peut sembler positif, parce que souvent ils partent, ils reviennent, ils s'enrichissent, etc. Il y a un sujet quand même sur l'exil fiscal, puisque beaucoup de gens disent aujourd'hui, ça y est, il y a beaucoup de gens qui partent à nouveau, même votre prédécesseur, Olivier Duhat, semble-t-il, s'est installé en Belgique. Quelle est votre position là-dessus ? Ma position, elle est simple. Quand un pays se met par sa politique à faire fuir ses talents, je dirais, on est en train de construire notre Mais est-ce que propre... vous n'avez pas le sentiment, en l'espèce pour les chefs d'entreprise, il ne s'est pas passé de choses particulières depuis 1 ou 2 ans, il n'y a rien d'exceptionnel qui s'est passé. Donc est-ce que vous n'avez pas le sentiment, je vous pose la question un petit peu de façon provocante, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que certains, pour se donner une bonne conscience, se disent, profitent de cette espèce de buzz en disant c'est horrible en France en ce moment, alors qu'il n'y a rien fondamentalement sur le plan fiscal pour eux qui les concerne et donc ils partent en ayant meilleure conscience qu'avant. Ceux qui partent, c'est ceux qui ont un problème fiscal. Oui. En général, vous ne quittez pas votre famille et vos amis pour le plaisir. Donc il s'est passé des choses, ou des choses n'ont pas été modifiées peut-être, mais moi je n'ai pas à commenter des sujets, des situations individuelles. Ce que je crois, c'est qu'on doit construire un environnement qui permette aux gens de rester. Parfois, la fiscalité peut être tellement stupide qu'elle pousse les gens vers l'extérieur. Et c'est ça qu'il faut changer. Après, moi, je pense que le sujet en France, ce n'est pas le niveau d'impôt, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos impôts. C'est ça le vrai sujet. Tout le monde peut dire, je fais des efforts pendant 1 an, 3 ans, 5 ans, je paye plus d'impôts qu'avant, mais je sais pourquoi. Ce n'est pas pour aller financer les conseils généraux qui construisent des bâtiments en marbre. Ce n'est pas pour financer des flottes de voitures et des équipes pléthoriques en sureffectif dans les collectivités locales. Ce n'est pas pour le gaspillage que je paye mes impôts. Je paye mes impôts parce que je sais que cet argent est bien investi dans les hôpitaux, dans la recherche, dans les infrastructures. Quand je sais ça, quand je ne lis plus chaque trimestre un rapport désastreux de la Cour des comptes, à ce moment-là, je retrouve une relation à la fiscalité beaucoup plus apaisée. Vous avez raison, je crois que d'ailleurs personne ne le conteste, mais on joue là sur des volumes qui sont quasiment à la marge par rapport aux dépenses sociales, qui se chiffrent en dizaines de milliards. Les économies que vous évoquez là, bien sûr, c'est quelques centaines de millions, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que vous évoquez. Il faut, je crois, économiser 200 milliards d'euros tous les ans si on veut revenir au niveau de la dépense. Il faut toucher ailleurs que dans les flottes de véhicules des conseils généraux. Non, je pense qu'une fois qu'on a, vous savez, l'empilement administratif en région, c'est simplement du gaspillage. C'est qu'on sait pourquoi est-ce qu'on ne réforme pas. C'est un mépris pour l'argent du contribuable lorsque un homme politique en responsabilité va éviter de toucher au lobby et ne pas réformer. Moi, quand je vais en Europe du Nord, je sens que l'argent du contribuable, qui est pourtant des niveaux élevés de fiscalité, l'argent du contribuable est très important. Il y a un respect pour l'argent du contribuable qui est extrêmement élevé, bien supérieur à mes petits arrangements avec mes copains pour faire en sorte de ne pas avoir de soucis dans telle et telle situation. On reste sur ce thème de la fiscalité avec Arthur Pierre qui demande qu'allez-vous faire pour encourager l'actionnariat salarié, sachant que la fiscalité est de moins en moins avantageuse. On sait que ça, c'est un des combats de Croissance Plus, en effet, partager le gâteau de l'entreprise avec ses salariés. Nous travaillons actuellement sur un projet que nous voulons proposer au gouvernement de simplification et finalement de restauration des outils qui permettent aux salariés de participer à l'effort, et on leur demande des choses qui n'est pas une musique sympathique, et par contre que les résultats, un peu comme le cas de Volkswagen, qui est un cas en 2003, Volkswagen était en difficulté, on a stabilisé les salaires en augmentant le temps de travail chez Volkswagen. Volkswagen s'est restauré, aujourd'hui Volkswagen gagne de l'argent et il y a une fiscalité favorable en Allemagne pour distribuer une partie des résultats supplémentaires aux salariés qui ont fait ces efforts-là. Donc vraiment c'est un sujet sur lequel Croissance Plus travaille, parce qu'effectivement la fiscalité est passée de 2 à 20% sur tous les mécanismes de partage. Bon, c'est tout à fait dommageable. Votre idée serait quoi? On serait dans une sorte de modification du système de participation, ou vous parlez de titres à part entière? Je crois qu'en fait, il faut une palette, parce qu'il y a des entreprises qui sont privées, c'est plus compliqué de passer à travers les titres, par les titres. Sur les entreprises publiques, il y a peut-être, côté, il y a plutôt que public, côté, il y a plus de possibilités. En tous les cas, le travail n'est pas fini, donc je ne vais pas le dévoiler aujourd'hui, mais c'est vraiment le cœur de ce que veut proposer Croissance Plus, des efforts pour remettre l'économie en place
Et le partage de ces, Une sorte de clause résultats, de retour à meilleure fortune. peut-être, on pourrait le définir comme ça. Alors, autre question fiscale. Gérard Bousquet, quelles sont vos propositions en matière de fiscalité pour les entrepreneurs cette fois-ci? Est-ce que là, il y a un sujet ou est-ce qu'il n'y a plus de sujet depuis justement les pigeons? Écoutez, je crois qu'en fait, il faut avoir des mécanismes qui permettent aux entreprises, par exemple, de fusionner entre elles pour grossir et créer des ETI. Aujourd'hui, on a une fiscalité qui n'est pas pensée pro-entreprise, elle est pensée collecte, elle est pensée court terme. Donc il faut vraiment revisiter notre fiscalité pour d'abord que les gens qui sont dans le long terme payent beaucoup moins de fiscalité que ceux qui sont dans le court terme. Alors ça s'est fait un petit peu grâce aux pigeons, mais ce n'est pas encore vraiment très clair. Je pense qu'une bonne fiscalité, elle doit avoir une assiette large et des taux relativement faibles. Je crois que tous les fiscalistes le disent. Donc il me semble que quand on arrive à 50, 60%, 70%, on le voit dans certains cas, et je ne parle pas de la taxe à 75%, on est beaucoup trop haut et du coup on induit des comportements qui sont ceux dont on parlait de départ, etc. La fiscalité des entrepreneurs, ce n'est pas forcément un combat de croissance plus, mais je crois que le cadre général doit permettre à des gens d'être directement, lorsqu'ils créent beaucoup de richesses, d'en être récompensés. Et le profit, le succès, parce que l'entreprise, c'est l'échec et le succès. L'échec, ça veut dire quoi? Vous perdez vos économies, vous vous retrouvez sans protection, pour un entrepreneur, c'est dur. Donc il faut que, pour prendre ce risque et embaucher, il faut que l'objectif, qui n'est pas forcément que financier, mais qui est souvent la recherche de l'indépendance financière, c'est souvent une motivation chez les entrepreneurs, il faut que cet objectif-là, il soit clair et il soit accessible. Sinon, vous avez des gens qui ne prennent pas le risque et vous avez beaucoup moins de création d'entreprise, beaucoup moins de prise de risque qu'on peut l'avoir dans des cadres plus favorables. Claude vous demande si les salaires sont assez élevés en France. Ce qui est beaucoup trop élevé, c'est les charges sociales. Après le salaire net, il faut arriver à donner un maximum de salaire net à nos salariés parce que c'est le moyen pour eux d'augmenter leur pouvoir d'achat, c'est bon pour l'économie. Par contre, la dérive absolue qu'on a connue ces dernières années, c'est d'abord un marché du travail qui n'est pas flexible, donc des situations de rente, et ensuite, surtout, une dérive des charges sociales qui continue année après année à augmenter, qui fait que le salaire net n'est pas spécialement haut, et par contre, le coût global pour l'entreprise devient insupportable. Du coup, les grandes entreprises françaises ne recrutent plus en France, elles recrutent à l'étranger, et les PME qui n'ont pas le choix, n'arrivent plus à grandir parce qu'elles ne sont plus compétitives. Donc on a tout faux. Une dernière question peut-être, Eric? Non, je voulais juste faire une petite remarque sur les charges sociales. Si vous parliez beaucoup de l'Allemagne, le coût de la protection sociale est partagé entre les... Enfin, je veux dire, il n'est pas pris en compte au même niveau que par les entreprises que par les salariés. C'est-à-dire que les salariés le payent. C'est pour ça d'ailleurs que les salaires sont plus élevés en Allemagne. C'est une vision à la fin. C'est l'entreprise qui paye tout. Charges sociales, charges patronales, c'est l'entreprise qui paye tout. Le salaire net, plus toutes les charges salariales patronales, c'est l'entreprise qui paye. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout donner aux salariés qu'ils repayent après pour se rendre compte davantage, en effet, du poids des charges patronales? Bien sûr, en Angleterre, c'est 4 lignes, une fiche de paye. Nous, on est à 27. Donc, plus personne ne comprend rien. Une dernière question, c'est quoi le marqueur que vous surveillez d'un point de vue politique ou gouvernemental qui fait que ça ira dans le bon sens pour la confiance des chefs d'entreprise ou dans le mauvais? C'est les réformes structurelles. On veut voir des réformes structurelles. Par exemple, quand on a vu la façon dont on a appréhendé la réforme des retraites, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser en disant voilà, de quoi la France a besoin demain, de quoi avons-nous besoin pour une économie qui marche, on sait que globalement les Français avec un taux de chômage très élevé, les RTT, des études relativement longues, un taux d'emploi, je le disais, qui n'est pas bon, et un départ en retraite qui est plutôt que les autres, on ne travaille pas tout au long de la vie assez pour se payer, ce que je disais tout à l'heure, un système social sophistiqué. Donc regardons les retraites avec cet œil-là, au lieu de dire l'année prochaine il va nous manquer 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, mais le problème est beaucoup plus vaste. Donc on veut voir un gouvernement qui s'attaque non pas par le petit bout de la lorgnette à un sujet critique pour demain, mais un point de vue global, comment on remet à l'endroit notre économie, c'est l'infrastructure de tout ce qui peut se passer demain et tout ce qui peut se passer de bien pour le pays demain. Eh bien voilà, c'était la tribune des décideurs de Stanislas de Bensman. Merci Eric, merci à vous Monsieur de Bensman d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous pour votre fidélité et pour toutes vos questions. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.